Je n'aurais jamais imaginé que je deviendrais un jour traductrice. Quatre jours après le 11 septembre, j'ai reçu un coup de téléphone du FBI. Ils m'ont dit qu'ils avaient besoin de mes services. Les vérifications étaient faites et ils voulaient savoir quand je pouvais commencer. Je leur ai dit que je ne pouvais pas, j'allais en fac, je travaillais. Ils m'ont dit, pas de problème, vous serez vacataire et vous pourrez choisir vos horaires. Nous sommes vraiment en manque de traducteurs. Il y avait énormément de documents et d'enregistrements à traduire, des comptes rendus d'interrogatoire de tous les gens qui avaient été arrêtés. Et la plupart de ces gens ne parlaient pas anglais. Our first effort is to identify any associates related to the hijackers. Victory will come over time. And as that network is passenger manifests, Day of the attack, showing hijacker Mohammed Atta heading for the mutual flight to Boston. telephone logs, videotape records. Federal agents responded immediately. More than 4. Dans les jours qui ont suivi le 11 septembre, le chaos était tel que c'était... Je pouvais pas dire non. Au début, je n'avais pas la moindre idée de ce que j'allais y faire. Cette unité de traduction du FBI est l'un des départements les plus secrets du FBI. Il y a 200 à 300 traducteurs qui travaillent sur des centaines de langues. Les enquêtes qui sont menées là-bas concernent des centaines de pays. Sibel a passé les 18 premières années de sa vie à Istanbul et Téhéran. Elle parle le turc, le persan et l'azéri. Au FBI, Sibel est chargée de traduire des écoutes téléphoniques effectuées sur le sol américain. Elle traduit du turc vers l'anglais. Les cibles de ces écoutes sont des individus suspectés d'espionnage et d'activités en lien avec le terrorisme. 2 mois après son embauche, un matin de décembre 2001, Sibel et son mari Matthew ne savent pas encore que leur destin va brutalement basculer à l'issue d'un événement en apparence anodin. 2 mois après l'entrée de Sibel au FBI, au lendemain du 11 septembre, un dimanche matin, nous avons reçu le coup de fil d'une collègue de Sibel, de l'unité de traduction du FBI. Elle se proposait de nous rendre visite pour nous présenter son mari que nous ne connaissions pas. Sibel connaissait bien sûr sa collègue. Son nom est Melek Jane Dickerson. Son mari s'appelle Douglas Dickerson. J'étais assis ici. Sibel était là, à côté de moi. Melek Dickerson était assise ici et Douglas Dickerson là-bas. C'est surtout le mari qui a fait la conversation. Il a commencé par parler de lui. Il avait travaillé pour l'US Air Force pendant plusieurs années, en Turquie et en Asie centrale. Lui et Melek s'étaient rencontrés durant son séjour en Turquie. À l'époque, il s'occupait de livraison d'armes pour le compte du gouvernement. Il était officier de liaison dans la région chargée de l'acheminement de matériel militaire. Très vite, il a commencé à évoquer ses relations dans la communauté turque. Il voulait savoir si nous connaissions les organisations turques ici aux États-Unis. Je lui ai dit que je croyais que seules les entreprises commerçant avec la Turquie pouvaient être membres de ces organisations. Et là, il a dit, « Sibel, il vous suffit de dire qui vous êtes, où vous travaillez, vous pourrez devenir membre de cette organisation. Et vous n'aurez plus jamais besoin de travailler. » Sibel réalise qu'elle vient d'être approchée par des espions infiltrés au FBI.
infiltré au sein même de son unité de traduction. On les a raccompagnés à la porte, on s'est salués. Je ne savais pas encore que ce qui venait d'arriver, de se produire sous nos yeux, allait bouleverser notre vie et faire tant de ravages dans la vie de Cybèle. Comment Melek Dickerson est-elle parvenue à infiltrer l'unité de traduction? Quelle est cette mystérieuse organisation dont le couple Dickerson semble si... Le réflexe a été de signaler l'affaire en interne. Je ne me suis pas précipitée pour tout raconter à la presse. Vous savez quoi? Devinez ce qui se passe au FBI. J'ai tout de suite signalé l'incident à mes responsables. Et là, aucune réaction. Ils m'ont dit de me taire, de ne pas en parler. Alors, je me suis adressée à l'échelon supérieur. Et là, les représailles ont commencé. Les dossiers n'arrivaient plus sur mon bureau et il n'y avait plus rien dans l'ordinateur. J'avais des documents à traduire en urgence pour certains agents qui enquêtaient sur le terrain, mais impossible d'y accéder sur mon ordinateur. Mon propre ordinateur chez moi a été confisqué. En voyant l'attitude que la hiérarchie adoptait à mon égard, j'ai décidé d'en référer au quartier général, en m'adressant directement à Robert Mueller, le directeur du FBI. Et là, le retour de bâton a été terrible. Pour Robert Mueller, directeur du FBI, la jeune traductrice devient gênante. Un nouveau cycle de représailles s'enclenche. Cybèle est conduite dans un immeuble borgne de Chinatown pour subir un passage au détecteur de mensonges. Ils m'ont demandé si j'avais été approchée par, vous savez, des espions qui cherchaient à me recruter. Et j'ai répondu oui. Melek Dickerson, la collègue de Cybèle, n'est pas inquiétée. Elle se voit confier la traduction des écoutes téléphoniques pratiquées sur ses mystérieux amis turcs. Cybèle voit ses enquêtes s'évanouir en fumée. Alors qu'au FBI, l'histoire des espions infiltrés commence à faire du bruit, John Cole découvre l'existence de la traductrice. J'ai parlé à des collègues du service du personnel. Ils avaient lu le rapport d'enquête interne sur le dossier Edmonds. Et là, c'était un tout autre son de cloche que celui de la direction. Pour eux, Cybèle Edmonds avait raison sur toute la ligne, et la hiérarchie le savait très bien. Une responsable s'est même demandé comment le FBI allait se tirer de cette affaire. C'était le 22 mars, un vendredi, vers 4h20 de l'après-midi. Vous voulez que je rentre dans les détails? Bon, je m'apprêtais à quitter mon bureau pour rentrer chez moi. Mon superviseur m'arrête et me dit de la suivre. Elle m'emmène dans le bureau d'un responsable. On me fait asseoir sur un canapé en cuir. Le responsable du département sécurité me demande de lui remettre mes clés de bureau, mon badge, etc. Je commence à retirer mon badge. Puis-je savoir le motif du licenciement? Pour quelle raison vous me virez? Attendez, on n'a aucune raison à vous donner. On peut vous virer à tout moment. Vous voulez savoir pourquoi on vous vire? On vous vire parce qu'on en a envie. On vous vire parce que vous avez été raconter vos histoires partout, jusqu'à la direction. Et de toute façon, on n'a pas à se justifier. Alors maintenant, vous allez nous suivre dehors. Et là, ils m'entraînent tous les trois en bas. En descendant, le responsable me glisse. On vous surveillera. On vous écoutera. Et n'allez pas ébruiter cette histoire. Vous n'aurez pas le droit à un avocat. La culture du FBI est toujours la même. Tuer le messager. L'affaire Edmonds a pris une tournure bien étrange. Le nom des Dickerson se murmure à voix basse dans les services. Pour eux, il est temps de disparaître. Douglas et Melek Dickerson s'envolent pour l'Europe. Ils ne reviendront pas. Cette affaire que Cybèle Edmonds a révélée, l'histoire des Dickerson, c'est très inquiétant. Je me suis décidé à lui envoyer un email, lui disant qui j'étais, pourquoi je voulais la rencontrer,
et je lui ai laissé mon numéro de téléphone. Le soir même, elle m'a appelé. On a discuté, tout concordait. Elle m'a demandé si j'avais travaillé sur la Turquie. J'ai dit que oui. Elle m'a demandé si je connaissais tel ou tel nom. Elle avançait par petites allusions, et c'était à moi de poursuivre, de dire ce que je savais. Et là, elle hochait la tête ou clignait de l'œil. C'est là que j'ai compris où elle voulait en venir. Je pense qu'il faut une enquête indépendante, sans interférence du ministère de la Justice. Ils veulent étouffer l'affaire, tout autant que le FBI. Ils veulent qu'elle se tienne tranquille. J'ai peur pour elle. Si quelqu'un au gouvernement pense qu'elle devient trop gênante, qu'elle attire trop l'attention, on ne sait pas jusqu'où il pourrait aller. Surtout quand on sait jusqu'où tout ça remonte. Désavouée par le FBI, Sibel Edmonds décide d'alerter le Congrès des États-Unis. Quelques semaines après son licenciement, rendez-vous est pris avec les sénateurs Leahy et Grassley, deux figures du Congrès. Les deux hommes disponibles. Sibel dévoile tout ce qu'il sait. Si vous voulez tous les détails de mon histoire, je demande à m'exprimer dans une pièce sécurisée, à l'abri des micros, devant des personnes autorisées à entendre des informations secret défense. C'est moi qui voulais que l'information ne circule pas n'importe comment. Et là, ils ont commencé à me parler de la protection due aux whistleblowers. Je leur ai dit, minute, je ne suis pas une balance. Ils m'ont répondu, vous ne dénoncez pas, vous sonnez l'alarme. Et je continue à dire non. Il m'a fallu des mois pour comprendre que j'étais bien un whistleblower. Sibel ne s'arrête pas au Congrès. Elle ouvre deux autres fronts. Elle porte plainte en justice pour licenciement injustifié et pour retrouver sa liberté de parole. Et elle obtient qu'une enquête interne soit menée par ces hommes, inspecteurs du ministère de la Justice. Je me suis adressée au Congrès, à l'inspecteur général du ministère de la Justice. J'ai fourni les pièces et les documents nécessaires. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est attendre qu'ils résolvent le problème, que le FBI fasse le ménage en interne. C'est une question de mois, maximum un an. Les mois passent. Voyant que les enquêtes piétinent et que le Congrès reste muet, Sibel alerte la presse. L'affaire commence à faire du bruit. Il existe des traductions de ces écoutes téléphoniques. Où croyez-vous que soit la vérité? Il faut que le peuple américain soit au courant de tout ça. Je parle de ceux qui ont pris la décision de ne rien faire, malgré certaines traductions et les informations fournies par le renseignement, avant le 11 septembre et après. Le gouvernement s'est bien gardé de mettre en cause les officiels qui sont liés à Al-Qaïda, au plus haut sommet de l'État. C'est tout simplement kafkaïen. La traductrice a déjà trop parlé. Le dossier dérange. Le directeur du FBI passe la main au ministre de la Justice, John Ashcroft. La réaction de John Ashcroft sera d'une violence inouïe. Le 18 octobre 2002, le jour de mon 10e anniversaire de mariage, j'ai été informée que le ministre de la Justice, John Ashcroft, avait invoqué ce privilège très rarement employé, le State Secret Privilege. En vertu de ce privilège, tout ce qui touche à mon affaire est à partir de maintenant classé secret d'État. Mon dossier relève désormais de la sécurité nationale. La justice n'a plus le droit d'intervenir ou de trancher dans mon dossier, que j'ai eu raison ou tort. Apparu dans les années 50, le State Secret Privilege est une arme politique et juridique imparable. Une arme très appréciée depuis le 11 septembre par l'administration Bush, devenue l'une des plus secrètes de l'histoire du pays. Mueller et Ashcroft ont désormais verrouillé le dossier Edmonds. Le message est clair, si elle parle, c'est la prison. Écrasée par la raison d'État,
Cybèle va être oubliée. Elle traverse 2 longues années de solitude. Mr. Speaker, the President of the United States. Début 2003, le jour de son discours annuel sur l'état de l'Union, flanqué du vice-président Dick Cheney et du président de la Chambre des représentants Dennis Hastert, George W. Bush prépare les esprits américains à sa guerre en Irak. Now, in this century, the ideology of power and domination has appeared again and seeks to gain the ultimate of terror. Once again, this nation and all our friends are all that stand between a world at peace and a world of chaos and constant alarm. L'heure est au mensonge sur l'existence d'armes de destruction massive. Le président va même jusqu'à inventer une piste imaginaire. The British government has learned that Saddam Hussein recently sought significant quantities of uranium from Africa. Le pays se prépare à la guerre. Pour Cybèle, il est difficile de se faire entendre. Americans are a free people who know that freedom is the right of every person and the future of every nation. The liberty we prize is not America's gift to the world. It is God's gift to humanity. C'était vraiment une époque horrible, horrible. J'ai fini par me dire que tout était bloqué. Et c'est à cette période qu'ils ont mis en place la commission du 11 septembre. We must uncover every detail and learn every lesson of September the 11th. Soucieuse de rassembler le pays en ces temps de guerre, l'administration Bush accepte la création d'une commission d'enquête indépendante sur le 11 septembre. Cette commission est chargée de faire toute la lumière sur les défaillances du renseignement américain qui ont permis l'exécution des attaques. Le pays entier retient son souffle. C'est notre unique chance, cette commission du 11 septembre. Eux, ils vont nous dire ce qui ne va pas. Par exemple, à l'unité de traduction du FBI, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Devant la commission, Cybèle témoigne à huis clos et révèle encore une fois tout ce qu'elle sait, dans l'espoir que son dossier soit exposé publiquement. À ce moment-là, la Maison-Blanche commet sa première erreur. Condoleezza Rice venait juste de faire une déclaration. I don't think anybody could have predicted that these people would take an airplane and slam it into the World Trade Center. Ça pour un bobard. Quand on connaît le travail fait par les agents, quand on pense aux traductions qui avaient été faites, oser dire « nous n'avions aucune information spécifique », mais quel mensonge éhonté! Et de la part du conseiller aux affaires de sécurité nationale en plus. Oser dire ça, alors que tous les dossiers lui arrivent. Et c'est là, dans les couloirs de la commission du 11 septembre, que les familles des victimes ont parlé de moi aux journalistes, en disant que je faisais partie de ceux qui étaient scandalisés par les récents propos de Condoleezza Rice. Du coup, les caméras se sont tournées vers moi. On m'a demandé « Que pensez-vous de tout ça ?» J'ai redit qu'il s'agissait bien d'un mensonge. Et pour la première fois, j'ai fait la une de toute la presse. Et j'ai expliqué pourquoi. Candy Rice avait dit « nous ». Nous, c'est tout le monde du renseignement. FBI, CIA, NSA. C'est ça que « nous » veut dire. Et elle a bien dit « nous ». Les déclarations de Cybèle Edmonds sèment un doute ravageur dans une Amérique en mal de vérité. Condoleezza Rice est contrainte à une humiliante séance d'explication publique. As I said to you in the private session, I probably should have said I could have not imagined, because within 2 days, people started to come to me and say, oh, but there were these reports in 1998 and 1999. C'est là que j'ai commencé à rompre mon isolement, à sortir de ma coquille, à dire les choses, à avoir une visibilité publique plus grande.
Ce 24 juillet 2004, le rapport de la commission du 11 septembre attendu par toute l'Amérique sort enfin. Le pays entier va savoir. Ces 567 pages doivent faire toute la vérité sur le drame. Mais le témoignage de Cybele n'y figure pas. Bonjour, je m'appelle Laurie Van Auken. Le 11 septembre 2001, mon mari Kenneth a été tué dans son bureau du 105e étage de la tour nord du World Trade Center. La commission était censée nous fournir un rapport complet sur ce qui s'était réellement passé le 11 septembre 2001. Nous espérions des réponses aux 1000 questions que nous nous posions. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, le rapport final pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Et là, on s'est dit, tout ça pour ça? Tout devait être mis sur la table. Les défaillances du système, les responsabilités de chacun. On n'a rien vu. Ce que nous avons eu est une insulte à l'intelligence du peuple américain. Un viol de la mémoire de nos morts. Et pourrait nous être fatal bientôt. J'ai passé 3 jours enfermée à tout lire, ligne après ligne. J'étais folle de rage. Des whistleblowers du renseignement ont voulu témoigner devant la commission. Soit la commission a refusé de les entendre, soit leur témoignage a été sous-estimé pour ne pas dire « passer à la trappe ». Tout le monde a été félicité. Les hommes politiques étaient ravis. Grâce à nous, la commission a auditionné une traductrice du FBI, Cybele Edmonds. Cybele est parmi nous. Ce rapport était la plus grande farce qui soit. Tout l'inverse de ce qu'ils avaient promis au peuple américain. Je vois 3 trous dans cette œuvre de fiction. Le témoignage de personnes comme Cybele Edmonds, le niveau de vigilance de notre nation et la scène du crime que fut le 11 septembre. Les enquêtes ont été complètement bâclées. C'est très inquiétant. On sait bien que lorsque les agences fédérales font l'objet d'un rapport et que dès la on peut être sûr qu'il y a quelque chose qui cloche. Cybele devient une héroïne moderne. On la chante dans les clubs de New York. La jeune traductrice est désormais la plus célèbre whistleblower du 11 septembre. Des dizaines de milliers de citoyens pétitionnent en sa faveur. L'ex-traductrice devient l'égérie des blogs contestataires qui partent à l'assaut des fauteurs de guerre au pouvoir à Washington. J'ai commencé à recevoir des appels d'autres whistleblowers du renseignement. Je faisais des recherches sur les autres whistleblowers. Et là, son nom revenait partout. Absolument partout. Quand j'ai vu jusqu'où elle était prête à aller pour faire éclater la vérité, quand j'ai vu les obstacles placés sur sa route par la bureaucratie du FBI, j'ai estimé qu'il était de mon devoir de la rejoindre. C'est quelqu'un de désintéressé. Elle n'a rien à gagner à tout ça. Elle a fait ça par amour, pour sa nouvelle terre d'adoption. Mais ils l'ont brisée.
America, how are you? Here on Democracy Now! I'm Amy Goodman in Washington. We are talking about state secrets. We are talking with whistleblowers. Sibel Edmonds in our Washington studio, an FBI translator with top security clearance, or I should say an ex-FBI translator, who looked back before September 11th to translate and look at the pre-911 wiretap conversations. We're also joined by Daniel Ellsberg, one of the world's most famous whistleblowers. Dan Ellsberg. Yes, Je voudrais dire toute mon admiration à Sibel Edmonds pour ce qu'elle a entrepris depuis 2 ans. Et là, je me suis sentie si fière. Oh mon Dieu! Je lisais déjà des choses sur Dan Ellsberg dans mes livres d'histoire, à l'époque où je vivais en Turquie. Et là, il vient pour parler de mon affaire, le père spirituel de tous les whistleblowers. Dan Ellsberg vient me rendre hommage. Cet ancien haut fonctionnaire du Pentagone a contribué à arrêter la guerre du Vietnam en rendant public 7000 pages de documents confidentiels défense, les Pentagon Papers. Alors élevé au rang d'ennemi public numéro 1 par le président Nixon, Ellsberg risque la prison à vie. Le peuple américain lui donne raison. Daniel Ellsberg devient un héros national. J'espère qu'il y aura d'autres whistleblowers comme Sibel Edmonds. Les fonctionnaires qui disposent d'informations qui pourraient sauver de nombreuses vies devraient, selon moi, parler publiquement, quitte à payer un prix élevé pour cela. Je ne dis pas qu'il devrait aller aussi loin que Sibel Edmonds dans son combat face au gouvernement. C'est à chacun de décider, mais la question mérite d'être posée. Soutenu par Daniel Ellsberg, Sibel lance un appel à tous les agents de renseignement. Très vite, ils sont une centaine à la rejoindre. Nombre d'entre eux étaient déjà sur la piste du terrorisme islamique avant le 11 septembre. Depuis, la Maison-Blanche a tout fait pour les rabattre sur une piste sans issue, Bagdad. Mais avec le retour des premiers cercueils américains d'Irak, le doute a envahi Washington. Pour la jeune femme, l'heure de la contre-attaque est venue. Elle crée le tout premier groupe d'agents du renseignement qui s'élève contre la raison d'État. Bonjour, je m'appelle Sibel Edmonds. Aujourd'hui, nous sommes là pour la conférence de presse de la coalition des whistleblowers du renseignement. Elle est vraiment tenace. Elle ne cède pas quand on veut la marginaliser ou lui apprendre des manières. Avec elle, ce genre de jeu ne marche pas. C'est vraiment quelqu'un. Quand vous allez entendre ces noms, vous allez mieux comprendre ce que cela veut dire d'être un whistleblower du renseignement et qui sont ces gens. Il fallait que l'on se rassemble, qu'on parle tous d'une même voix, qu'on se fasse entendre collectivement. Pas 1, pas 2, pas 3, regardez combien nous sommes. Et les adhésions se multiplient. Edward Costello, ancien agent spécial, contre-espionnage, FBI. John M. Cole, ancien responsable du contre-espionnage, FBI. Quand vous voyez ces gens de 20 ans d'expérience, bardés de médailles, ces patriotes couverts d'honneur, reconnus pour leurs compétences, tous mis plus bas que terre. Steve Elson, agence fédérale de l'aviation. John Vincent, ancien agent spécial contre-terrorisme FBI. On a été contraint de parler publiquement uniquement parce que le FBI refusait de nous écouter. Et si rien ne bouge, plus aucun agent du FBI n'osera parler. Et qui en paiera le prix? Nous tous. Matthew Fogg, US Marshals. Tant que le Congrès ne sera pas vraiment décidé à agir, chaque fois que vous êtes pris pour cible, ce sera à nous de dénoncer ces choses publiquement. Cette coalition vous le dit. Trop, c'est trop. Merci beaucoup. Le Sénat a des pouvoirs absolument considérables. Ils peuvent, s'ils le veulent, organiser des auditions publiques. Ils peuvent citer Sibel Edmonds et tous les autres. Ils peuvent leur faire prêter serment et les faire témoigner. Notre Congrès a ce pouvoir. Colin Rowley, FBI. Quel groupe incroyable, incroyable. Et ça ne fait que commencer. Tous les jours, de plus en plus de gens rejoignent
et sa coalition. Robert Wright, ancien agent spécial contre-terrorisme FBI. David McMichael, ancien analyste CIA. Cela fait des années que l'on essaie de déplacer des montagnes, et on continuera. Ray McGovern, ancien analyste CIA. Il reste des gens qui ont encore une conscience, et c'est à nous de les trouver et de les convaincre de s'engager. Le gouvernement essaie toujours de faire passer ces gens pour des osos, pour des anormaux. Ok, admettons. Mais alors ma question est la suivante. Pourquoi les avoir employés pendant toutes ces années? À qui la faute? Russ Tice, analyste senior, officier de renseignement NSA. Vous imaginez ces micros, ces caméras sur mon visage? Pour un agent de renseignement, c'est très dérangeant. On se retrouve au Dirksen Building, bureau 562. Glenn Wolfe, ancien responsable du département sécurité au laboratoire de recherche nucléaire de Los Alamos. Dan Ellsberg, ancien conseiller spécial du sous-secrétaire d'État à la Défense. Chaque employé fédéral doit placer sa loyauté envers le pays au-dessus de toute allégeance personnelle, partisane ou de loyauté de corps. Bogdan Dakovic, ancien Red Team Leader FAA. À cause de vous, ma hiérarchie a étouffé un à un les lièvres que je soulevais. C'est fini ce petit jeu. Que vos chefs se bougent les fesses et changent la loi pour que ce genre de choses ne se reproduise plus. Au début, le whistleblower est un coyote solitaire. Aujourd'hui, j'appartiens à une tribu de lions. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous allons dans la gueule du loup pour dire « Russ Tice, lève-toi et raconte ton histoire. Demande au Congrès ce qu'ils font pour toi. Pour le moment, rien. » Regardez ce qui se passe au FBI. C'est scandale sur scandale. Regardez ces whistleblowers. Ils sont de plus en plus nombreux. Et ils nous disent qu'il est temps, maintenant, pour le peuple de trancher. Nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons partir en croisade pour protéger tous ces héros de la nation. Dans la foule, un journaliste anglais, David Rose. Depuis plusieurs mois, l'homme prépare une enquête sur l'affaire Edmonds. L'histoire de Cybelle est intéressante à plus d'un titre. Le plus frappant, bien sûr, c'est que rien de ce qu'elle a découvert ne peut être rendu public. Et ça, c'est regrettable, pour elle comme pour le gouvernement. Si Cybelle a tout inventé de toutes pièces, alors le State Secret Privilege empêche ceux qu'elle accuse de pouvoir se défendre et de répondre aux accusations qu'elle a formulées et continue de formuler. Mais si elle dit la vérité, alors les Américains sont tenus dans l'ignorance sur des affaires sur lesquelles ils ont, je pense, envie d'avoir leur mot à dire. Maintenant, je comprends mieux pourquoi les avocats ne veulent pas de ce genre d'affaires. De toute façon, on ne trouve pas d'avocats. Et quand on en trouve, ils vous disent « Voilà ce que ça va vous coûter ». Et ils ajoutent « Vous n'avez aucune chance, vous êtes face au gouvernement ». Cybelle est quelqu'un de sûr. Il n'y a qu'un problème. Elle combat le FBI. Aucun homme politique n'ose s'attaquer au FBI. Manhattan, 15e étage d'une tour donnant sur l'East River. Siège de l'American Civil Liberties Union. L'ACLU, la plus puissante organisation de défense des droits civiques du pays, a décidé de représenter légalement Cybelle. Contre le FBI et le ministère de la Justice, Cybelle a perdu en première instance. Les juges ont plié devant le State Secret Privilege. Ann Bisson et Ben Weisner sont désormais ses nouveaux avocats. Je trouve incroyable que chaque cour de justice amenée à statuer sur ce dossier soit obligée de dire que Cybelle ne peut faire valoir ses droits. La situation est la suivante. Le ministre de la Justice décrète que le plaignant ne peut même pas mettre le pied dans un tribunal car le dossier tout entier relève du secret d'État. Les accusés sont le ministère de la Justice et le FBI du fait de leurs agissements. Et voilà que l'autorité de supervision interne du ministère conclut que notre cliente devrait gagner. Le danger est clair. Si le gouvernement réussit à imposer sa vision élargie du State Secret Privilege,
Le risque est qu'ils s'en servent à l'avenir comme un outil tactique pour éviter d'avoir à rendre des comptes. Mur de briques sur mur de briques sur mur de briques. Et à chaque fois, c'est le gouvernement fédéral qui empêche Sibel d'avoir droit à la justice. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Pas dans notre démocratie. Non, on ne peut pas. En janvier 2005, Sibel et ses avocats obtiennent la déclassification partielle de l'enquête interne du ministère de la Justice sur le dossier Edmonds. Le rapport confirme la véracité des révélations faites par Sibel, mais ne livre rien sur le contenu des écoutes du FBI. Avec ce rapport, Sibel a définitivement relevé un premier défi, celui de la crédibilité. Et Ben Weisner prépare Sibel à son recours en appel. Tu te sens prête? Dans l'attente de son retour en justice pour le procès en appel contre le FBI et le ministère de la Justice, Sibel s'échappe quelques jours pour la Floride, occasion de rompre avec le climat oppressant de Washington. À son arrivée au FBI, Sibel avait 32 ans. Elle en a aujourd'hui 36. Cet acharnement contre moi montre bien à quel point mes adversaires ont peur de cette affaire. À chaque fois qu'une porte se referme sur moi et que je me cogne la tête, je me sens plus forte. En 2005, le nom de Sibel apparaît pour la première fois dans un livre. Son auteur, Paul Sperry, est un journaliste d'investigation. Il s'intéresse au réseau d'infiltration islamique aux États-Unis. Il revient sur le cas Edmonds et l'affaire des Dickerson. Paul Sperry a écrit 2 chapitres sur mon affaire et des affaires similaires au bureau de Washington du FBI. À l'heure actuelle, Paul Sperry bénéficie du programme de protection fédérale des auteurs. Il y a 2-3 mois, il a reçu ce que les agences de renseignement qualifient elles-mêmes de menaces crédibles. Sperry est le premier à mentionner publiquement le nom de l'organisation pour laquelle le couple Dickerson tentait de recruter Sibel, un lobby de Washington, l'American Turkish Council. Monsieur le Président de l'American Turkish Council, sommes-nous prêts pour la projection? Bien, merci. Washington, Hôtel Mandarin. C'est ici que se tient la conférence annuelle de l'American Turkish Council, l'ATC. L'ATC est une organisation de promotion des affaires entre la Turquie et les États-Unis. Geographically, connecting Asia to Europe and the Middle East to Africa strengthens Turkey as a center of intercontinental information, technology, communications and finance. L'Amérique s'honore d'avoir la Turquie comme alliée. Turkey's role as an energy corridor for oil and natural gas, and the country's cultural connections increase Turkey's power in the region. Dans ce sanctuaire au cœur de Washington, se côtoient patrons des multinationales du pétrole et de l'armement, militaires, diplomates turcs et américains. Nous avons un partenariat stratégique qui fonctionne parfaitement bien. La relation est très solide. La coopération militaire américano-turque est un parfait exemple des bienfaits d'une solide coopération internationale. Il faut bien avoir à l'esprit les liens étroits entre les États-Unis et la Turquie. La Turquie joue un rôle absolument majeur dans la stratégie diplomatique des États-Unis. La Turquie est aussi un grand acheteur de matériel militaire. Regardez qui sont les membres de l'American Turkish Council. C'est presque un who's who des marchands d'armes américains. Boeing, Northrop Grumman, Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics, United Technologies, BAE Systems, 7 des plus grandes entreprises mondiales de l'armement siègent à l'ATC.
220 milliards de dollars de chiffre d'affaires cumulé, l'équivalent de la moitié du budget militaire américain ou européen. Avec la Turquie, ces entreprises ont trouvé le client en or, l'acheteur compulsif. La Turquie prévoit l'achat de 100 avions de combat de dernière génération. Le commerce est la clé de tout. C'est dans cette enceinte que militaires et diplomates turcs jouent de leurs influences auprès de leurs amis de Washington pour débloquer certains dossiers sensibles. Si 80% de l'arsenal militaire turc vient des États-Unis, les généraux d'Ankara déplorent tout de même de ne pas avoir accès à certains joyaux de la US Army. Le FBI sait tout cela. L'ATC est sur écoute depuis 1997. En embauchant Melek Dickerson, le FBI ignore un fait capital. Melek a travaillé à l'ATC. En tentant de recruter Sibel pour le compte de l'American Turkish Council, Melek agissait évidemment en service commandé. Qu'y a-t-il de si compromettant sur ces écoutes? Les gens à qui j'ai parlé de ces écoutes sont extrêmement nerveux. Il y a un climat punitif en Amérique aujourd'hui envers les gens qui sont suspectés de révéler sans autorisation des informations aux journalistes. L'approche de l'administration Bush est de punir ceux qui veulent parler. « 23 avril 2005, c'est enfin le jour de l'appel. Sibel et ses avocats vont invoquer le premier amendement, c'est-à-dire la liberté d'expression. Ann Bisson, Ben Weisner et Sibel veulent faire sauter définitivement le verrou du State Secret Privilege. En témoignant de faits de corruption et d'agissements criminels, Sibel Edmonds a exercé son droit au premier amendement. Elle n'aurait jamais dû perdre ses supérieurs. Dans ce dossier, tous les éléments convergent dans le même sens. Il ne devrait plus y avoir d'ambiguïté possible. Les avocats n'auront pas le temps de plaider la cause de Sibel. Quelques minutes à peine après le début de l'audience, le juge évacue les plaignants. Le sort de Sibel se jouera à huis clos. Des questions ont été posées, mais aucune confrontation. Ils ont donné une raison à votre éviction? Non. Ils n'ont donné aucune raison. Ils nous ont juste dit de quitter les lieux. Oui, ils nous ont mis dehors. Bonjour à tous, je suis Ann Bisson de l'American Civil Liberties Union. Comme vous le savez, nous sortons de notre procès en appel dans l'affaire Sibel Edmonds contre le ministère de la Justice. La Cour, vous en êtes les témoins, a décrété le blackout des débats. On est entré dans la salle et 2-3 minutes après, on était mis dehors. Ils ont continué avec les avocats du ministère sans qu'on sache exactement ce qu'il s'est dit. Il ne nous reste plus qu'à attendre leur décision. Sibel mérite justice. Les inspecteurs du ministère ont reconnu qu'elle avait dit la vérité et que le FBI l'avait licenciée pour avoir dit ce qu'elle sait. Lorsque le ministre de la Justice a pris la décision d'invoquer le State Secret Privilege, il a cité 2 raisons. Protéger certaines relations diplomatiques sensibles et protéger certaines relations commerciales des États-Unis. En fait, ils nous disent que le dossier entier est couvert par le secret. Mais de quelles relations diplomatiques parle-t-il? On ne sait pas. Ils doivent en avoir honte puisqu'ils refusent d'en parler. Cela veut dire que certaines de nos relations diplomatiques permettent à certains criminels d'échapper à toute poursuite sur notre sol. Et je parle bien de criminels, ici, aux États-Unis d'Amérique. Des citoyens américains. Je ne parle pas seulement d'étrangers. Je crois Sibel Edmonds dans cette affaire. Un jour, peut-être, il faudra inculper le ministre de la Justice pour entrave à la justice. Attendez-vous à des poursuites criminelles dans ce pays. Encore des questions? C'est aussi votre combat à vous. Ce n'est pas seulement le combat des whistleblowers. C'est aussi votre combat. In America.
Quelques jours après le procès, le verdict tombe. Sibel a perdu en appel contre le ministère de la Justice. Pour celle que ses avocats considèrent désormais comme le citoyen le plus bâillonné de toute l'histoire du pays, il ne reste qu'un recours, la Cour suprême des États-Unis. Bienvenue en Amérique, pour notre fête de l'indépendance. Dave, quel âge a le pays 239 ans? Non, 229 ans. Vous voulez savoir à quel point les Américains peuvent être bêtes? Posez des questions, on ne répondra pas. La fête de l'indépendance reste la fête de l'indépendance. Je ne laisserai pas quelques poissons pourris me dégoûter d'être un patriote. Donc je suis là. Nous venons chaque année. Nous vivons dans un pays absolument merveilleux. On lui doit tellement. C'est vraiment un grand pays. C'est triste de voir à quel point les autres pays nous jalousent. Depuis le 11 septembre, tout le monde est sur les dents. Et c'est tant mieux. On est tous plus vigilants, mais nous n'avons pas peur. On a de bons soldats pour nous protéger. Les États-Unis font ce qu'il faut faire. Ouais, vous inquiétez pas. Vous connaissez un endroit sûr dans ce monde? Il y a toujours un problème quelque part. « 3 août 2005, les rotatives ont fini de tourner. Le magazine Vanity Fair sort l'article de David Rose. L'histoire de la traductrice se répand dans tous les kiosques du pays. J'ai présenté l'article comme un scénario de fiction. Acte 1, Sibel, la petite turco-américaine, est prise de justice. À sa grande horreur, elle va croiser des espions sur sa route. Dans l'acte 2, il lui arrive des choses terribles. Elle est virée, menacée. Dans l'acte 3, Sibel contre-attaque. L'histoire se termine avec la sortie de mon article et Sibel qui est portée en triomphe à New York. Elle devient une héroïne nationale. Bien sûr, on en est encore loin. Le voilà. Oh mon Dieu, le voilà. Arrêtez les machines. J'ai envoyé un email à Sibel et je n'ai pas eu de réponse. On devrait peut-être l'appeler. Est-ce que je suis citée? Ah, je vois mon nom, génial. Pardon. Ah, j'adore cette photo d'elle, petite avec ses parents. C'est drôle la vie. Tu savais qu'elle était née en Iran? Bien sûr. Selon un témoin oculaire, la hiérarchie du FBI a admis que Melek Dickerson, la collègue que Sibel suspectait d'espionnage, avait dissimulé ses liens avec l'ATC au moment des contrôles préalables à son embauche. Outre son témoignage sur les Dickerson, Sibel a indiqué que les agents turcs placés sur écoute se vantaient de leur relation avec un homme politique plus qu'important, Dennis Hastert, représentant républicain de Chicago dans l'Illinois et président de la Chambre depuis 1999. Les cibles se seraient vantées d'avoir versé des dizaines de milliers de dollars à Hastert en échange de faveurs politiques et d'informations. Selon un familier de l'affaire, les Dickerson ne sont que le sommet de l'iceberg. Selon cette source, le FBI s'est vu demander d'arrêter son enquête sur le Congrès, sur Hastert en particulier, et l'American Turkish Council. Un officiel turc a parlé directement à un membre du département d'État. À une date convenue, ce dernier devait envoyer quelqu'un à l'American Turkish Council, au 1111 14e rue, où il recevrait une enveloppe contenant 7 000 $ en liquide. La plupart du temps, il s'agissait d'argent en échange de secrets. C'est la raison pour laquelle Ashcroft a eu recours à de telles extrémités pour éviter qu'elle parle. Wow! Sibel a révélé au Congrès qu'il y avait bien des enquêtes sur des cibles turques.
Certaines de ces cibles turques étaient de toute évidence des officiels gouvernementaux, des hommes de l'ambassade et aussi du consulat de Turquie à Chicago. Certains étaient des officiels non gouvernementaux opérant au sein de l'ATC, l'American Turkish Council. Mon avis est que cet article est un véritable tissu de mensonges. Aucun journaliste responsable ne voudrait y apporter crédit. Dans l'article, on peut lire « Les écoutes ont montré à Sibel Edmonds que le bureau de Washington de l'ATC servait de façade à des activités criminelles. Ce que nous démontons de la façon la plus catégorique qui soit. Je décline votre demande d'interview. Nous ne parlerons plus à la presse. L'affaire est désormais entre les mains de nos avocats. » Toujours nié, toujours caché. L'ATC applique à la lettre le vieil adage du monde du renseignement. Mis en cause par Vanity Fair, le président de la Chambre des représentants répond par l'intermédiaire de son porte-parole. C'est abracadabrantesque. Les grands journaux n'ont pas repris l'info parce qu'il n'y a aucune preuve. À notre connaissance, le journaliste n'a jamais eu accès à ces écoutes. C'est ridicule. Le président n'a pas de lien avec des intérêts américano-turcs. C'est juste de la lecture de plage. Bientôt, on mettra sur le dos du président de la Chambre la rupture entre Jennifer Aniston et Brad Pitt. Dans un pays secoué par les scandales d'espionnage depuis le 11 septembre, les révélations de Vanity Fair sont accueillies dans une relative indifférence. Bâillonnée par la raison d'État, la traductrice attend la décision de la Cour suprême. Cet article ne traite que d'une partie de l'affaire, une petite partie de l'affaire. Je ne suis pas la seule à être au courant. Tellement de gens savent. Les membres de cette scandaleuse commission du 11 septembre, chacun d'entre eux connaît mon dossier, les noms que j'ai donnés, tous les détails. Plusieurs membres du Congrès de Washington savent. Toutes les personnes concernées au FBI, ils savent. Même chose au ministère de la Justice. Mon objectif a toujours été d'exposer les activités criminelles. Par activité criminelle, j'entends blanchiment d'argent, trafic d'héroïne, marché noir nucléaire, et le tout combiné avec des activités terroristes. Sortez les enregistrements, sortez les écoutes, sortez les documents. Sortez la vérité. La vérité les blessera, mais la vérité me libérera. Ok, c'est bon. Un agent de renseignement américain connaît la suite de l'histoire. Cet agent est familier des réseaux d'espionnage technologique turcs. Comme Sibel, son chemin a croisé celui des Dickerson, de l'American Turkish Council et du réseau d'espionnage décrit dans Vanity Fair. Il y a une vaste tête de pont ici aux États-Unis, impliquant les Turcs, les Israéliens et le gouvernement américain. L'American Turkish Council est un canal privilégié pour les activités d'espionnage. Tout ce qui pourrait renforcer leur arsenal militaire est le bienvenu. Tout type d'armement, nucléaire si besoin. Tout les intéresse. Du hardware au software. Il y a des gens au ministère des Affaires étrangères et aux Israéliens et les Turcs à se procurer des documents secrets défense et des technologies dont l'accès est restreint. C'est pour cacher tout ça qu'ils ont fait taire Sibel Edmonds. Je pense qu'elle sait encore bien d'autres choses. Certaines personnalités très influentes aux États-Unis ne veulent pas que l'affaire de Sibel soit exposée. Je veux parler de la clique des néoconservateurs. On a vu leur influence sur la diplomatie américaine avec la guerre en Irak. Il se trouve que ces gens sont aussi très proches de la Turquie. Ils sont prêts à tout pour que la Turquie reste un allié des États-Unis. Ils ont toutes les raisons de faire taire Sibel. Ils veulent que tout reste dans l'ombre. Voilà les ennemis de Sibel. Les interlocuteurs d'Ankara à Washington et au Pentagone sont les néoconservateurs évoqués par David Rose.
Ces hommes sont omniprésents dans l'administration républicaine. Regroupés derrière l'actuel vice-président Dick Cheney, ces idéologues sont depuis toujours des partisans de l'augmentation des budgets militaires au service d'une ligne dure en politique étrangère. Ils ont fait leurs premières armes sous Ronald Reagan. Dans les années 90, sous Bill Clinton, les plus influents d'entre eux sont recrutés par les grandes entreprises de l'armement. Ils reviennent au pouvoir avec George W. Bush. Ils sont également très proches de la droite israélienne. À 7000 km de Washington, un autre homme connaît le dessous des cartes. Ancien officier de la CIA, Philip Giraldi a longtemps été basé en Turquie. Retiré dans une villégiature toscane, Philip Giraldi a une lecture particulièrement inquiétante de l'affaire Edmunds. Il y a un an environ, j'ai fini par relier les principaux fils de l'histoire. J'ai compris ce qu'elle essayait de dire, mais qu'elle ne pouvait pas révéler du fait de son bâillon juridique. Pour moi, la méthode était claire, suivez la piste de l'argent. Israël et la Turquie ont des accords de défense depuis les années 70. Ces relations se sont considérablement renforcées dans les années 80 et 90. Il y a une raison à ça. Israël établit des relations avec un pays musulman, ce qui est politiquement très intéressant. La Turquie, de son côté, bénéficie d'une relation avec Israël, un pays très apprécié par le Congrès des États-Unis, entre autres. La Turquie reçoit une assistance militaire, obtient un accès privilégié à des armes. Tout ça sous l'œil complice de l'administration américaine, ce qui n'est pas une mince victoire pour la Turquie, compte tenu de son invasion de Chypre. Bref, la Turquie est gagnante, Israël est gagnant. Les néoconservateurs qui sont au milieu de tout ça sont également gagnants, du fait de leur rôle d'intermédiaire. Comme tous les intermédiaires, ils font de l'argent, monnaient leur influence. Et dans la mesure où beaucoup d'entre eux sont juifs, ils sont perçus comme proches d'Israël. Bref, ils ont tout à gagner à cette relation trilatérale ou triangulaire, au même titre que les autres. Giraldi vient de publier un article concis. L'article paraît dans une revue bien. Je crois pouvoir dire que tous ceux qui connaissent son parcours vous dire qu'il est agent d'influence. En 1982, c'est au tour de Douglas Price d'être débarqué du Conseil de sécurité nationale pour avoir transmis des informations secrètes à l'État hébreu. En 1986, 88 et 98, leurs plus proches collaborateurs sont inquiétés par la CIA et le FBI pour les mêmes raisons. La dernière affaire en date éclate en 2005. Des documents ultra confidentiels sur le programme nucléaire iranien sont illégalement transférés du Pentagone à l'ambassade d'Israël. Douglas Feith est à nouveau en première ligne. Mr. Shukri, did anyone in your office give classified documents to Israel or Ahmed Shalaby? No. I mean, not... as you know, that's a matter that's being investigated. I know of that, but it's a matter that's under investigation.
Tous ces gens, à un moment ou à un autre, ont fait l'objet d'enquêtes du FBI pour avoir poussé des secrets à Israël. Ils n'ont jamais fait l'objet de condamnation. Les poursuites ont toujours été abandonnées, en raison, selon moi, de pression politique. Il y a des mots que l'on ne prononce pas, comme Israël et espionnage. En 1927, un rapport officiel remis au Sénat américain conclut que le pays A est le plus agressif en matière d'espionnage sur le sol américain de tous les pays alliés. Le FBI et la CIA confirment officieusement à la presse que le pays A est Israël. La Turquie espionne activement aux États-Unis. Israël est infiniment plus actif. Israël est très présent sur le sol américain. Chaque année, le FBI établit un classement des pays plus actifs en matière d'espionnage. Chaque année, on a le même premier et deuxième. En premier, la Chine, en deuxième, Israël. Mais les amis influents ne peuvent pas tout. Pour agir discrètement sur le sol américain, Israël et la Turquie ont aussi recours à une méthode parfaitement éprouvée, les sociétés écrans. Les sociétés écrans turques se comparent aux États-Unis. Beaucoup ont réussi à décrocher contrats secret défense avec le gouvernement. Cela leur ouvre bien des portes. C'est là où joue le mal. Pour en savoir plus, Giza Technology est une petite société d'export de Secaucus dans le New Jersey. Son responsable est turc. Il s'appelle c'est figuré sur les écoutes du FBI. À l'été 2003, Giza Technology Abdelkader Khan. Cet ingénieur métallurgiste formé en Hollande est le père du programme nucléaire pakistanais. Un programme ultra secret initié à la fin des années 70 et destiné à contrer l'Inde, l'ennemi héréditaire, déjà détenteur de l'arme nucléaire.
Des compagnies turques ont travaillé pour le programme nucléaire pakistanais pratiquement dès le début du réseau AQ-CAN. David Albright est un expert international de la prolifération nucléaire, un homme qui connaît la face cachée de la bombe pakistanaise et le rôle de plaque tournante joué par la Turquie dans le marché noir nucléaire. La Turquie est un membre de l'OTAN, c'est proche de l'Europe. Les exportations vers la Turquie sont généralement peu surveillées. Du coup, des produits ont pu être réexportés vers le Pakistan. Le plus frustrant dans cette affaire, c'est que le gouvernement américain était au courant de ce genre de pratiques depuis le début. C'est scandaleux. La vérité, c'est que les États-Unis ont largement trempé dans tout ça. Ils ont aidé AQ-CAN et le Pakistan à acquérir la bombe atomique. Tout au long des années 80, la CIA suit une à une les étapes qui conduisent le Pakistan à la bombe. Mais l'administration Reagan ferme les yeux sur le Pakistan et les pays qui l'aident. AQ-CAN et son programme sont alors intouchables. Les États-Unis avaient des hommes à eux dans le programme nucléaire pakistanais. Les Pakistanais s'approvisionnaient plutôt ouvertement. Ils communiquaient par téléx, par téléphone. Tout cela était intercepté par la National Security Agency. En 1998, le Pakistan procède à son premier essai nucléaire. Abdelkader Khan devient le héros national. Le père de la bombe pakistanaise, celle que les fondamentalistes appellent désormais la bombe islamique. C'est du donnant-donnant. Rappelez-vous, dans les années 80, le but était de défaire les Russes en Afghanistan. Et pour ça, il fallait s'appuyer sur le Pakistan voisin. L'administration Reagan a donné au Pakistan tout ce qu'il réclamait. Le pire est à venir. À un moment donné, AQ-CAN et ses collaborateurs ont pris la décision de vendre leur technologie des centrifugeuses et même leurs armes nucléaires. Khan propose sa technologie à des régimes amis. Arabie Saoudite, Libye, Corée du Nord, Iran. L'acheteur devient vendeur. Vers la fin des années 90, au tournant des années 2000, le réseau AQ-CAN a échappé à tout contrôle. Ils avaient des hommes dans un pays, mais qui opéraient dans un autre pays, achetant dans un autre pays encore et réexpédiant sans cesse les marchandises. Début 2004, une énorme opération de police internationale ébranle le réseau AQ-CAN, le plus grand réseau de prolifération nucléaire de l'histoire. Les principaux lieutenants d'AQ-CAN sont arrêtés, parmi eux plusieurs hommes d'affaires turcs. And to put an end to its criminal enterprise, AQ-CAN has confessed his crimes, and his top associates are out of business. La Maison-Blanche ne pouvait espérer plus beau succès d'image. Pourtant, Khan est loin d'avoir livré tous ses secrets. Le Pakistan refuse obstinément que les Américains interrogent le héros déchu. Il est bon de rappeler que le réseau AQ-CAN est toujours en activité. Les Pakistanais n'ont jamais arrêté. Rien ne s'est arrêté. Les officiels, les généraux impliqués ont même été récompensés pour ça. Et les États-Unis ont laissé faire. Selon certaines indications, des éléments ont atterri chez Al-Qaïda, à l'époque où les talibans contrôlaient l'Afghanistan. C'est encore sujet à discussion, mais il se pourrait que des proches d'AQ-CAN, des agents du programme nucléaire pakistanais, aient fourni une assistance à Al-Qaïda. Marché noir nucléaire entre la Turquie et le Pakistan. Néoconservateurs travaillant pour des intérêts turcs et israéliens. Multinationales de l'armement et sociétés écran. En 6 mois au FBI, la petite traductrice de Washington a joué dans la cour des grands. Il y a beaucoup de gens impliqués dans cette affaire. Plus d'un, plus de 5 ou 10. Plusieurs pays sont concernés. Et il n'y a pas un grand secret unique qui pourrait se résumer en une phrase ou en un mot. Depuis une vingtaine d'années,
Une autre femme est sur la piste du marché noir nucléaire. Cette piste l'a conduite du Pakistan à la Turquie, sur cette antique route de la soie, une route où se côtoient aujourd'hui l'héroïne et les armes, le pétrole et le gaz. Le visage de cette femme, l'Amérique n'aurait jamais dû le connaître. En juillet 2003, des fuites en provenance de la Maison-Blanche conduisent à la publication dans la presse de son nom et de celui de son employeur. Cette femme s'appelle Valerie Plame. Elle travaille dans l'unité de contre-prolifération de la CIA. Le scandale Plame devient très vite l'identité d'un agent de renseignement est un crime fédéral. Qui a osé? I and my former CIA colleagues trusted our government to protect us as we did our job. That a few reckless individuals within the current administration betrayed that trust has been a grave disappointment to every patriotic American. Pour les médias américains, cette fuite avait pour but de déstabiliser le mari de Valerie Plame. L'ambassadeur Joe Wilson est le premier à avoir dénoncé publiquement le mensonge de Bush sur les armes de destruction massive en Irak. Lorsque l'affaire Plame devient publique, on apprend également le nom de la société qu'elle utilise comme couverture. Plame travaillait sous couvert de la société Brewster Jennings. Il se trouve que Brewster Jennings opérait en Turquie. En clair, la CIA pistait la Turquie pour son rôle dans la prolifération des armes nucléaires. Tout à leur chasse au scoop sur l'origine de la fuite, les médias ne relèvent pas les troublantes coïncidences entre les affaires Plame et Edmonds. Comme Sibel, Valerie Plame travaillait sur le trafic nucléaire. Comme Sibel, Valerie Plame a vu ses enquêtes s'échouer sur les bords de la mer Noire. Ce nom, Valerie Plame, m'était inconnu avant qu'il ne devienne public. Mais si vous me parlez de Brewster Jennings, c'est une toute autre question. Une question qui appelle une toute autre réponse. Mais comme vous le savez, je ne peux pas en dire plus. Je suis tenue au secret sur certains détails relatifs aux cibles des investigations du FBI. Ce que Sibel ne peut pas dire, le journal turc Hurriyet va le publier en novembre 2005. L'une des cibles de Valerie Plame et Brewster Jennings était l'American Turkish Council. Les affaires Plame et Edmonds n'en font qu'une. Je n'aurais jamais imaginé que je deviendrais un jour traductrice. Valerie Plame vient de commencer son combat judiciaire contre le gouvernement américain. Pour Sibel Edmonds, le jeu est terminé. À l'automne 2005, la Cour suprême a rejeté son dossier. En réalité, les dés étaient jetés depuis longtemps. Le sort de la traductrice a été scellé 3 ans plus tôt, à Washington, un jour d'automne. Lors d'une réunion qui se tient dans le plus grand secret, sont présents des avocats du ministère de la Justice, des émissaires du Pentagone et du département d'État, ainsi qu'un haut responsable du FBI. L'objet de cette réunion, Sibel Edmonds. Le State Secret Privilege a été invoqué non par le FBI, mais par le Pentagone et le département d'État. Ils ont exigé que Sibel Edmonds ne soit plus en mesure de parler. Je suis désolé pour Sibel Edmonds, pour Plame. Je suis désolé pour tous les autres. Mais je peux vous citer 100 cas similaires de gens qui ont voulu dire stop. Je connais l'histoire et elle se répète. La seule différence, Bush et sa clique. Eux, ce sont les pires de tous. Je crois vraiment avoir toujours veillé à ne jamais céder à la rancœur, à ne jamais craquer, à ne jamais verser de larmes sur moi-même. Mais au plus profond de moi, bien sûr que j'explose. Ce calvaire, je le vis nuit et jour depuis 3 ans. Les mesures qu'ils ont osé prendre, m'avoir bâillonné, avoir décrété que mon lieu de naissance devenait un secret d'État,
Le fait que je ne pourrai plus jamais revenir sur la terre qui m'a vu grandir. Le fait que je ne pourrai plus jamais revoir certains membres de ma famille. Mais quoi qu'il se passe désormais, le mal a été fait. Mais je me suis toujours dit, non, tiens bon, continue. Mais la pression monte et je vais bientôt finir par exploser. J'espère seulement que cela ne sera pas pour le pire. Mais l'étau se resserre. Hello, I'm Paul Newman. For the past 14 years, we've been honoring courageous Americans who have defended their First Amendment rights against overwhelming odds, and in so doing, affirmed the protection of the First Amendment for all of us. Sibel Edmonds adds luster to this distinguished group of honorees with her refusal to back down from her confrontation with the FBI. In his straight-talking way, President Harry Truman said, "Whenever one American who has done nothing wrong is forced by fear to shut his mouth, then all Americans are in peril." Sibel Edmonds would not let an intimidating FBI shut her mouth, and as a result suffered grievous consequences. But she has persevered, and we are better off for her sacrifices. PEN American Center is pleased to present 2006 PEN Newman's Own First Amendment Award. Contre le gouvernement des États-Unis, Sibel a perdu la partie. Mais au début de l'année 2006, la reconnaissance lui vient de cette prestigieuse organisation internationale d'écrivains et de journalistes. Des défenseurs envers et contre tout de la liberté d'expression. Aujourd'hui, nous sommes face à des despotes qui invoquent la sécurité nationale et le secret pour occulter la réalité de leurs actes. Bâillonner et qualifier cela de privilège. Restons vigilants. Nos libertés sont en danger. Et ce n'est pas le fait des terroristes. Non, ces attaques viennent de l'intérieur, de notre propre gouvernement. Si nous ne prenons pas ces attaques pour ce qu'elles sont, si nous ne nous dressons pas pour parler, non, pour clamer notre révolte contre les despotes qui nous gouvernent, alors nous nous réveillerons un triste matin en nous demandant quand et où nos libertés ont disparu. Jeudi prochain, soirée